Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Kino. Après 2 ans de pause suite au premier épisode de Plan A3 qui était en fait un épisode pilote, j'ai décidé de poursuivre l'aventure. Alors je sais que 2 ans c'est un petit peu long, surtout qu'il s'est passé beaucoup de choses puisque le site a changé déjà de nom puisqu'il est devenu lekino.com. Et aujourd'hui voilà, j'ai vraiment envie de relancer le site et surtout la partie YouTube, peut-être aussi développer des podcasts et surtout essayer de proposer plus d'une vidéo tous les 2 ans. Et un peu plus loin avec Plan A3 qui me permet en fait d'explorer des pistes de réflexion à travers le cinéma et c'est vraiment ce qui me plaît. Je vous remercie de votre soutien et aujourd'hui donc on va aborder le langage et la pensée au cinéma. Alors qu'on soit bien d'accord, on va pas parler de langage cinématographique, mais on va parler de films qui étudient le langage et qui voient le langage comme quelque chose qui structure la pensée, qui génère des concepts, qui nous permet en fait de nous lier dans le réel entre nous. Et qui contrôle le langage, contrôle la pensée. C'est un peu l'idée de ces films et c'est un peu le thème que j'ai voulu aborder. Pour cela, on va voir 3 films par ordre chronologique d'apparition dans la vidéo. On va étudier Rencontre animée avec Noam Chomsky de Michel Gondry. Ensuite, on va parler de Alphaville de Jean-Luc Godard. Et pour terminer, nous parlerons de Premier Contact de Denis Villeneuve. No, I'm not saying the child believes it's a real dog. What I'm saying is that we That's just... not the point. We do not identify dogs in terms of their physical characteristics. As you can see, I felt a bit stupid here. Let me explain. I think I couldn't get my point through Noam. Misuse of word and heavy accent aggravated my attempt. I was simply expressing that in life we first encounter image of certain things such as animals, then later we would see the real thing. For instance, I saw many pictures of a tiger before I saw a real one in a zoo. There is nothing to argue about that, but Noam kept saying it was false because of my use of the word representation. I'm pretty sure that he understood it as mental representation, as I was just talking of an image in a book. Nevertheless, it gave him the opportunity to deepen his argument, which is hard to understand, so I kept the whole thing, even though I looked stupid. Meanwhile, I decided to recycle some of my drawings since he was making the same point again. Noam Chomsky nous explique un petit peu sa vision de la linguistique et la manière dont les pensées se communiquent. Mais ce qui est doublement drôle, c'est que c'est un cinéaste francophone qui parle avec un anglophone, donc déjà qui perd en compréhension dans la conversation. Et en plus de ça, Michel Gondry y appose différents dessins et croquis qui transforment encore la compréhension générale de quelque chose de très technique pour le spectateur. Donc il y a une sorte d'ironie déjà dans cette manière d'avoir filmé quelque chose sur le langage et la compréhension. Celle-là, elle est excellente. Dans un langage cinématographique qui est propre, donc une espèce d'encapsulage de discours qui transmettent quelque chose finalement qui va dépendre aussi de l'interprétation du spectateur. Et donc déjà, on comprend la problématique du langage et la problématique de communiquer. Et ça dans un contexte assez libre, puisqu'en fait on est dans une conversation filmée puis animée par Gondry, donc finalement dans un contexte assez libre où il y a forcément des incompréhensions. A l'inverse, dans Alphaville de Godard, on est dans une société dystopique où le langage est complètement contrôlé et complètement formaté. Pour ceux qui n'auraient pas vu Alphaville, il s'agit d'un film de Jean-Luc Godard sorti en 1965. C'est un film de science-fiction qui raconte les histoires de Lemmy Caution, c'est un agent infiltré, envoyé des pays extérieurs pour pénétrer Alphaville et neutraliser le docteur Von Braun. Le docteur Von Braun a déshumanisé la ville en contrôlant le langage et les émotions des habitants à l'aide d'un ordinateur qui s'appelle Alpha 60. Je vous aime. Godard pousse l'idée au maximum dans Alphaville, c'est qu'on est dans une société purement technique, purement rationaliste, purement compétitive. On ne tolère pas finalement
le désordre, la part d'humanité, la part de chaos qui fait l'humanité. Alors, qu'on se le dise, moi je suis pas linguiste, mais en fait je pars d'un point de vue orwellien. Le novlangue, c'est quelque chose, c'est l'appauvrissement de la langue qui permet en même temps d'appauvrir la pensée, d'appauvrir ses horizons intellectuels, parce qu'en fait on n'a tout simplement plus les mots, l'étiquetage pour formuler une pensée riche. En parallèle, on contrôle complètement la pensée à travers le langage. Ce qui est assez beau dans le film, et c'est là où je fais un parallèle avec le film de Michel Gondry, c'est que Godard va appeler en renfort, en tout cas pour sauver les protagonistes de son histoire, la poésie. En fait, le langage ne peut pas être une chose purement technique. Il y a une espèce d'incohérence libératrice dans la poésie qui vient en fait sauver les personnages de Alphaville et qui va leur faire connaître des émotions qui ne sont ni techniques ni rationnelles. L'amour par exemple, la littérature, la poésie, la philosophie viennent en renfort pour raviver l'âme des habitants d'Alphaville, dont la colère, l'amour, l'imagination sont exclus d'un système purement holistique. En fait, c'est bien la faillite de la technologie à intégrer la surprise dans la pensée qui préoccupe Godard. La poésie pour Godard, c'est le libre arbitre linguistique total, en tout cas dans le film, qui romantise peut-être la poésie, mais c'est la seule forme capable de se désolidariser de tout quadrillage sémantique et donc idéologique. La prépondérance de la poésie dans le film, c'est pas un hasard. Elle est pour Godard une espèce de fer de lance de résistance, une manière de résister politiquement, une force politique inaliénable, une idée renouvelée d'ailleurs dans les films d'Alejandro Jodorowsky, et qu'on voit particulièrement bien dans son tout dernier film Poesia sin fin, que je vous recommande chaudement. Dans un autre film de science-fiction récemment sorti et qui se nomme Avant que nous disparaissions de Kiyoshi Kurosawa, on part du principe que derrière chaque mot il y a un concept. L'histoire du film se base d'ailleurs sur le fait qu'avant d'envahir la Terre, les extraterrestres doivent voler aux humains des concepts, comme par exemple la liberté, le travail ou encore la propriété. Une fois ces concepts subtilisés, les humains sont débarrassés du champ notionnel et du système de pensée qui se cache derrière chaque terme. Les extraterrestres sont prêts à exterminer l'humanité, mais encore une fois, l'amour, comme dans Alphaville, avec la poésie, ce concept abstrait et indéfinissable empêche les envahisseurs de mener leur projet à bien. L'autre film de science-fiction que nous souhaitions aborder dans cet épisode met également en scène des extraterrestres. Seulement, cette fois-ci, ils ne veulent pas des concepts, mais en font don à l'humanité, afin de leur assurer un salut. Dans Premier Contact, des extraterrestres arrivent sur Terre et essayent de communiquer avec les humains. On se rend compte en fait que les extraterrestres possèdent un langage qui permettra aux humains de développer une manière de voir la réalité totalement différente. Grâce à ce langage, l'espace et le temps sont perçus d'une manière complètement différente. En effet, l'espace et le temps sont des notions extrêmement vastes, et notre perception en est très restreinte. Le réel, comme nous le voyons, dépend de nos spécificités génétiques, culturelles, sociales, psychologiques, philosophiques et individuelles. Premier Contact est extrêmement intéressant car il met au centre de sa narration le langage comme vecteur de perception du monde. Dans la première partie du film, on parle du traitement fait aux extraterrestres par les humains, et ce traitement résulte d'une incompréhension, d'une différence de culture et donc de langage. Il est vrai que le langage permet de décrypter une structure culturelle. Pas d'anthropologie sans parler la langue du peuple étudié, car sa grammaire, ses champs lexicaux, sa ponctuation, sa conjugaison, son vocabulaire, bref, tout ce qui fait la richesse d'une langue sont étroitement liés à son système de pensée. Dans la seconde partie du film, ce sont les humains qui ne parviennent pas à communiquer entre eux. Malgré les technologies qui permettent de diffuser un message en temps réel, la langue et la culture qui est rattachée créent des incompréhensions. Beaucoup de conflits du quotidien d'ailleurs, même dans la même langue, partent d'incompréhension, d'une incapacité à dialoguer, à transmettre une idée ou à décrypter cette idée. À travers les 3 films dont on a parlé, on a une réflexion sur le langage qui permet peut-être d'engendrer un dialogue. Encore une fois, je ne suis pas linguiste, c'est un point de vue subjectif à l'aide de références que j'apprécie, que j'ai pu lire, à l'aide de films que j'ai pu voir. Alors n'hésitez pas, bien entendu, de l'autre côté, à donner votre avis sur cette vidéo, sur ce qu'on a pu en dire. En attendant, ça m'a fait énormément plaisir de refaire cet épisode de Plan A3. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. N'hésitez pas à faire un petit tour sur lekino.com. Merci à tous et à bientôt pour un prochain Plan A3.